On est en direct. On est en direct. Bonsoir tout le monde dans cette édition spéciale version Christophe Barbier. On a mis l'écharpe. Tu sais, on disait tout à l'heure, il faut qu'on soit crédible. Tu sais, c'est la première fois qu'on couvre des élections en temps réel, tu vois. Donc, il faut qu'on soit crédible. Et puis, l'idée, c'était la petite écharpe rouge. Tu vois, comme ça, on donne l'impression qu'on est des analystes politiciens, politicologues et tous ces crétins qui disent des bêtises à la télé, qui donnaient Hillary gagnante avec 90% de probabilité en 2016. C'est la même chose présentement. C'est la même chose présentement au Canada. Là, tous les médias donnent Biden gagnant haut la main. 350 grands électeurs là, à Joe Biden. Ils vont avoir à s'expliquer demain. Ah bah, là, je pense que les sondages, ils sont obligés de dire que, en fait, Trump, il a quand même des chances de gagner. Et ils n'ont pas le choix, en fait. Ils n'ont pas le choix simplement parce que ça va arriver une deuxième fois. Déjà, ils ont perdu la moitié de leur crédibilité la dernière fois. Et maintenant, s'ils refont la même erreur, ils sont finis, quoi. Ils sont finis complètement. Exactement. Salut Dan, mais je crois pas qu'ils sont intéressés à la crédibilité, Léo. Si c'était le cas, on verra pas ce qu'on voit encore maintenant. Ils sont pas intéressés par la crédibilité. Je veux dire, encore là, Alexis, ton préféré, là, Raphaël Jacob, il prévoit 350 grands électeurs pour Biden. Même chose pour Pierre Martin, ouais. Exact. Je comprends pas. Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'ils consomment, ces gens-là. Je sais pas dans quel monde ils sont. Je comprends pas la chambre d'écho. Je sais que c'est une chambre d'écho. Mais ouvrez votre tête un peu, regardez autour. Dan, tu comprends pas parce que tu n'as pas d'écharpe rouge. Tu vois? Il y a aussi eu cette tentative de délégitimer une victoire de Trump, c'est-à-dire ils sont en train de dire que c'est certain que Biden va gagner, etc. Et donc, si la victoire de Trump, Trump sort avec la victoire ce soir, tout le monde va dire « Ah, il y a anguille sous roche, il y a dû avoir... Trump a bloqué des bulletins de vote, il y a eu de la suppression du vote. Et c'est comme s'ils préparaient un narratif de terre brûlée, de guérilla électorale qui va s'étirer sur des semaines en délégitimant la victoire de Trump, en disant que c'était Biden qui était censé gagner. Il y a de la stratégie politique derrière ça, selon moi. Oui. Il faut absolument que ce soir, là, il y ait un vote populaire décisif. Au-dessus de 55, 58, 60%. Si ça, c'est le cas, à ce moment-là, il y a deux conséquences. Ben là, au niveau de la campagne Biden, ils vont dire, finalement, on va peut-être concéder ce soir. En plus du collège électoral, évidemment, là, pas juste le vote populaire, mais en plus de ça. Et de deux, plus le vote populaire est élevé, moins il va y avoir de manifestants dans les rues pour se battre contre ça. Ouais. Aimez-vous mon chandail? Hein? Je me suis préparé pour l'occasion. Yeah. J'avais pas crié, moi je t'ai mis en plomb, je le vois. On remarque aussi que Trump est extrêmement confiant. C'est-à-dire, si on écoutait certains de ses discours, il disait, inquiétez-vous pas, c'est comme c'est. Il a presque dit que c'est dans la poche, ça va. Les États-Unis ne seront jamais un pays socialiste, ça va jamais arriver, etc. Il n'a pas non plus vraiment réagi contre les géants de la technologie qui ont censuré plusieurs des plateformes des comptes pro-Trump les plus populaires. Comprenez, il ne s'est pas réellement battu, il n'a pas réellement mis un gros mécanisme contre la fraude électorale. Ça a été un peu ici et là, mais c'est comme s'il se disait que la vague va être tellement forte qu'il n'a pas besoin d'en faire trop avant l'élection. C'est comme ça que je l'ai vu. Il dégageait une confiance incroyable. Il n'a pas frappé contre les géants de la technologie, ni vraiment fort contre la fraude électorale. Je pense qu'il a de quoi être confiant. Je ne sais pas pour vous, mais les gars, regardez, je vais vous partager une petite vidéo, on la regarde ensemble. Lady Gaga, elle remplit des stades de France, la nana. Elle remplit des stades de France. Matez un petit peu, performance pour Joe Biden. Là, c'est l'état profond qui dit au revoir, en fait, tu sais. Au revoir. Lady Gaga dans mode parking Lidl. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ces gens ne sont pas dans des voitures, je comprends pas.
Non, mais et en fait, il y a. Ah, et d'ailleurs, Lady Gaga pour l'enterrement de Joe Biden. oui, voilà, elle dit au revoir à Biden. Mais vous voulez que je vous montre un truc? Alors, c'est où? Elle est où, mon petite image là? Hop, Ah ouais. regardez la pub que j'ai eue tout à l'heure quand j'ai ouvert Facebook. Non. Tu sais, j'ai pas de compte Facebook et Facebook, il me propose de me connecter, tu sais. Et en fait, il Ah, me ouais, sort ouais. ça. Mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est quoi Ouais, le ouais. délire? Ouais. Ben, c'est comme s'ils jouaient le tout pour le tout, hein. Ils savent que Wow. tu sais, l'ensemble de l'État profond, les plateformes des géants de l'information, ils savent que c'est le coup de grâce si Trump passe, l'Amérique, je veux dire, qui est sous leur contrôle présentement, eh bien, ils vont perdre le contrôle et que ça ne sera plus jamais pareil. Alors, ils jettent tout leur dévolu dans cette campagne-là, même, je veux dire, au prix d'être révélé et que la manipulation soit visible. Parce qu'il n'y a pas de lendemain pour eux autres, ces Trump Gang. Vous comprenez? Ouais. Ouais. Est-ce que je peux poser une question maintenant qu'on est entre nous, ok? Parce que au final, voilà, c'est les médias QAnon francophones tous ensemble. J'ai une question. Je vais commencer par Alexis. Après, je viens vers toi, Dan. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de comment vous vivez cette histoire d'un titre personnel? Déjà, comment vous vivez le fait que avant, bah, vous étiez autre chose et maintenant vous êtes devenu le visage. C'est pas vraiment des représentants, hein, parce que la résistance, c'est pas QAnon comme il dit, c'est pas machin, il faut pas qu'on s'identifie à ce mot, que les médias prennent le soin de le décrédibiliser. Mais comment toi, Alexis, tu vis le fait que maintenant tu as une responsabilité et un rôle à jouer parce que tu as un mégaphone qui s'appelle Radio-Québec, ta voix elle porte, tu déranges. Comment tu vis ça personnellement? Est-ce que ça va déjà? Parce que les gens, ils ne voient pas de l'autre côté de l'écran comment c'est en fait. Ouais, il y a beaucoup. J'ai dû m'adapter parce que moi, je suis une personne très tranquille de nature. Je suis quelqu'un qui passe son temps. J'ai beaucoup plus d'écoute que de parole. Normalement, je suis pas quelqu'un de verbomoteur. Donc, il y a déjà eu un effort à faire afin de parler, à des gens, de parler en direct. Après ça, on a fait des discours aussi. Il y a tout, je veux dire, la vie a été transformée essentiellement sens dessus-dessous. On se fait arrêter sur la rue, on se fait invectiver dans les ascenseurs. Je veux dire, les gens sur la rue nous remercient aussi. Donc, j'aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça et ça nous dépasse. J'ai l'impression que ça nous dépasse et on doit constamment s'adapter chaque mois et ça prend de l'ampleur et les choses changent et il faut constamment s'adapter. C'est comme si j'ai l'impression de n'être plus maître de ma vie. C'est les événements qui me font au lieu de moi essayer de conditionner les événements. Tu t'es laissé, donc tu t'es abandonné aux événements et en fait, tu essaies de suivre. Parce qu'en fait, je pose cette question à vous parce que j'essaie de comprendre moi aussi dans cette histoire parce que on traverse tous la même chose, plus ou moins. Hein, chacun, toi, je t'ai vu, Alexis, tu donnais des discours carrément. Moi, j'ai pas fait ça encore, mais je te voyais tout là-haut quand les gens ils appelaient Alexis. Je voyais que c'était en mode comment j'ai réagi là, qu'est-ce qui se passe. Ouais. C'est qu'on n'est pas capable d'anticiper. C'est comme si, en tout cas dans mon cas, je ne suis pas capable d'anticiper comment ça va tourner dans un mois, dans 2 mois. Ça n'arrête pas de prendre une nouvelle tournure. La situation change, on répond aux besoins et c'est comme hors de nos mains. On est comme aspiré par les événements historiques. C'est comme ça que je vois ça. Ouais, exactement. On suit les événements en fait et on n'essaie plus d'être maître de quoi que ce soit. Donc on sert la cause. Bah, du coup, Dan, je te pose la même question. Comment tu vis ça maintenant? Parce que mine de rien, ton site s'appelle qanon.fr, enfin qanonfr.com. Et on connaît l'approche médiatique, tu vois, en ce moment, on avait parlé ensemble de l'interview de Vice. Comment tu vis ça? Parce que c'est une putain de pression. Je suis, enfin, désolé pour le terme, mais c'est le cas. Ça vient avec des bagages, quoi. C'est pas anodin. C'est curieux parce que moi, je ne le vois pas de la même façon. Je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme une pression.
J'ai l'impression que de mon côté, il y a des messages de Q qui rentrent. Je vais voir, je vais les lire, je vais analyser, je vais faire de la recherche. Et savoir qu'il y a une personne ou deux personnes ou 50 000 personnes qui vont les lire, pour moi, je trouve que j'arrive pas à déterminer ça comme un impact pour moi, personnellement. Je trouve ça fascinant de voir qu'il y a autant de gens qui voient ça, puis qui les lisent et qui me répondent ou qui commentent. Mais c'est pas quelque chose qui vient me chercher particulièrement. La quantité de gens ou l'impact que ça a, c'est pas quelque chose qui vient me chercher. Je le comprends, par exemple, mais et je le vois pas comme une responsabilité. Je le fais parce que ça me tente. C'est tout. Je le fais parce que j'en ai envie, parce que j'ai compris que pour moi, c'est une chose importante. On est en train de vivre quelque chose qu'on vivra peut-être plus jamais dans notre vie. On est dans un moment, a crossroad in history, là, tu sais, un croisé des chemins dans l'histoire qui est phénoménal. Je suis juste content d'être embarqué là-dedans, puis d'avoir décidé de prendre cette place-là que pour moi, fait mon bonheur. Je le fais pour moi. Et s'il y a des gens qui embarquent, tant mieux. Du jour au lendemain, je pourrais arrêter et ça c'est correct, ça c'est terminé. Parce que ça voudrait dire que c'est là que je suis rendu dans ma vie. Mais pour l'instant, ça va très bien. On est dans un contexte. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps dans les dernières années qui ont fait en sorte que ça m'a permis de prendre cette position-là. Je sais pas combien de fois j'ai répété que ce sont mes analyses et que je fais des erreurs, puis il y a des choses que je ne sais pas, etc. Puis il y a des gens qui me fournissent plein d'informations. C'est vraiment le fun. Je trouve ça fantastique. Mais en bout de ligne, je le fais surtout parce que ça me tente et parce que j'aime ça. Ça me fait travailler, ça me garde éveillé. Mais est-ce que, oui, ok, ça c'est ta vision et comment tu le perçois. Par contre, est-ce que tu es conscient que tu es en train de participer, que ce soit toi, Alexis, ou nous les décodeurs, ou Pangolin, ou Sylvano, etc., qu'on est actuellement en train de vivre une période de transition entre les médias old school, qu'on va appeler ça maintenant, que plus personne ne regarde aujourd'hui, qui sont tous en faillite, tu vois, et nous, c'est-à-dire le futur, c'est nous, et en fait, on le ressent. Moi, j'ai halluciné quand notre chaîne YouTube avec 87 000 abonnés a sauté. Le record à ce moment-là, c'était 16 400 personnes. Le premier live après la censure, 17 600 personnes. Donc, on a eu plus de monde après la censure qu'avant. Et on était là avec Pepito et avec tout le monde et on ne savait pas quoi dire en fait. On était comme des cons, on ne s'y attendait pas. Ça veut dire que les gens, ils ne nous écoutent pas parce qu'on est Alexis, les décodeurs. Oh non, ils ne nous écoutent pas parce qu'on est une chaîne YouTube. On n'est pas des YouTubeurs à leurs yeux. Ils suivent ce qu'on représente, tu vois. Et du coup, ils viennent et on a combattu les soldats numériques en ce moment. On est vachement bien organisé. La censure, elle a éliminé tout ce qui parle de QAnon en positif sur YouTube, Facebook, Twitter, etc. On est toujours là, on a plus de monde qu'avant. Et ça, c'est quelque chose que dans ma tête, ça a du mal. Donc, si tu veux, je comprends ta position que oui, tu le fais pour toi, dans ton coin, etc. Mais nous, tu sais, si tu faisais des vidéos, je pense que tu aurais peut-être une approche un petit peu différente parce que dans les vidéos, on est exposé tout le temps et puis on a une interaction constante, tu vois. Et nos visages, les gens les reconnaissent. Quand je suis allé à la manifestation de Genève, les gens, ils venaient comme ça. Moi, j'étais en mode, les gars, je suis un paysan montagnard qui mange des tomates du jardin. Doucement, tu vois. Mais on est en train... Mais Léo? Ouais, dis-moi. J'allais dire, hier, j'en ai vraiment eu l'impact, le plein impact. J'ai eu conscience du plein impact hier parce que ça faisait des semaines que je n'avais pas regardé les statistiques de visite sur mon site, sur QAnonaffaires.com. Et hier, j'ai fait comme what? Et juste pour le mois d'octobre, il y a eu 595 000 clics sur ma page, sur mon site. J'arrive pas à... Je suis tout seul.
je suis tout seul à faire des posts comme ça une fois de temps en temps. Puis là, je réalise, tu sais, c'est la semaine dernière où Alexis, quand ils ont enlevé ta page YouTube, là, il y avait quelqu'un qui avait posté un comparatif des pages, le nombre de vues sur Radio-Canada et sur ta chaîne YouTube à toi, puis t'avais 9 fois plus de vues, là. Tu sais? Puis là, je regarde mes stats, c'est comme, sérieusement, là, what the fuck? Okay? Fait que, puis moi, je suis tranquille chez nous, là, dans le petit loft, là, à juste faire des posts, puis il y a 595 000 clics. Tu sais, Dan, ça c'est un AK-47. Tu vois? Voilà, oui, mais je comprends la métaphore. Dernière génération, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais Moi c'est aussi, exactement. Ouais, voilà. On est, c'est la guerre de l'information. Wasted. Dommage collatéral. Et toi, Alexis, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de révolution médiatique? Parce que là, c'est évident, là, Dan, il vient de donner l'exemple en comparant tes vues avec celles de Radio-Canada. Eh ben, c'est pas étonnant, mais qu'est-ce que tu en penses? On est en train de se constituer en contre-pouvoir, sauf qu'il faut quand même être réaliste, c'est-à-dire qu'on regarde avec le coronavirus, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui suivent la trame narrative gouvernementale. Et là, donc ça nous appelle à l'humilité quand même un peu. Cependant, c'est ça, c'est-à-dire qu'on représente le futur. Encore une fois, les médias, tout ça, sont portés à bout de bras à travers les subventions gouvernementales, ne sont pas viables. C'est un modèle qui, par sa logique, est voué à l'échec. Alors que nous, l'information libre sur Internet, avons tout l'avenir. Mais là, ici, il y a un combat de David contre Goliath, un combat des titans pour l'influence politique. Et là, présentement, ils sont capables de garder le contrôle sur l'esprit des gens à cause de la peur. Mais dès que la peur va se dissiper, les personnes vont commencer à recommencer à réfléchir normalement. Là, on va faire des gains rapides parce que, comme tu le disais, Léo, on est très bien équipés. On est très bien armé pour mener le combat digital au 21e siècle. Alors que les médias sont sur un modèle d'affaires, on pourrait dire, un modèle informationnel qui date du 20e siècle. On a un petit peu d'avance. On a Rudy qui nous a rejoint. Donc, Rudy, vas-y. Salut Dan, salut Alexis. Très content d'être avec vous ce soir. Et puis bon, salut toute la team de Décodeur. Rudy, qui est notre cher analyste, en fait, et qui couvre les sujets. Il nous a fait Benghazi, entre autres. Du coup, comme on est maintenant entre nous, qu'est-ce que vous pensez des posts de Q de tout début? Alors, entre nous, les décodeurs, on a une théorie qui est celle les tout premiers posts parlent d'aujourd'hui. On avait parlé de ça au dernier live. Je ne sais pas si on a les posts. Je vais essayer de montrer. Ouais, mais je me méfie parce qu'il est possible qu'une partie des analyses que j'ai données, je les ai piquées à Alexis. Donc, désolé. On va avoir un feedback ici. Ouais, on a. Alors, je vais mettre c'était lequel? Le post 34, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il me semble. 34, Je sais pas. 35, Est-ce que vous croyez qu'une telle chose est possible? Donc, My Fellow Americans, je vais essayer de le lire en français avec la traduction horrible de Google. Mais ton right-click, ça fonctionne pour la traduction? Okay. Ouais. Mes compatriotes américains, au cours des prochains jours, vous vous rendrez sans aucun doute compte que nous reprenons notre grand pays, la terre des libres, aux méchants tyrans qui souhaitent nous faire du mal et détruire le dernier refuge qui reste de la lumière brillante. Sur ordre du président, nous avons mis en place certains coffres-forts qui protègent le public, certaines protections, j'imagine, qui protègent le public des retombées principales qui devraient se produire le 11-3, lors de l'annonce de l'arrestation de Monsieur Podesta, action le 11-4. Donc, c'est ça en fait. C'est jusqu'à là. Je ne vais pas lire le reste, mais parce qu'on l'a lu la dernière fois.
même si on pourrait, hein, parce que des émeutes publiques sont organisées en grand nombre dans le but d'empêcher l'arrestation et la capture des hauts fonctionnaires. Sur ordre de POTUS, un état de contrôle militaire temporaire sera mis en œuvre. Enfin, ce sont des choses que le 1er novembre 2017 n'avaient absolument aucun sens, on est d'accord? Oui. Alors, est-ce que ça serait osé de dire qu'il y a des fortes chances à ce que d'ici demain on réveille en France, vous avez la même heure plus ou moins avec les États-Unis, est-ce que vous pensez que c'est possible un lancement d'arrestation de Podesta, une annonce plutôt le 11-3 avec une action le 11-4? Ou est-ce que c'est un truc codé qui parle d'autre chose? Parce que tout le reste, ça parle des élections, c'est évident. Évidemment, ce message-là de Q ne reprend pas le style des messages codés. C'est-à-dire qu'il fait partie de cette salve de premiers messages qui était très clair. Il n'y a pas grand-chose ici à analyser, à décoder sur le message. La première partie du message de ce que tu as lu, Léo, ça sonne comme du Mike Flynn. Hein? Il y a plusieurs discours de Mike Flynn qui sonnaient exactement comme ça. Et là, après ça, c'est l'annonce de l'arrestation. Donc, est-ce que ça va se passer? Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté sur le message, seulement en ce qui concerne la date. La question, c'est est-ce que John Podesta est la première personne à être arrêtée? Parce que c'est ça qu'on annonce ici. Q avait dit aussi que la première arrestation allait faire énormément de vagues. Will send shockwaves around the world. Alors, est-ce que John Podesta, là, c'est ce qu'on annonce, est-ce que John Podesta est la première personne qui sera arrêtée dès demain, en fait? Le message est clair. Ouais, c'est vrai que si les gens ne suivent pas l'actualité, ils ne savent pas vraiment qui c'est Podesta, donc ça risque pas de faire un impact gigantesque. Dans les médias. Moi, personnellement, je ne m'attends pas à ce que la date soit vraiment, que ce soit aujourd'hui ou demain. Et je ne crois pas non plus nécessairement que ce soit des dates confirmées, officielles, coulées dans le béton. Je ne crois pas qu'aujourd'hui et demain, ça soit le temps d'arrêter Podesta et Hillary Clinton, alors qu'on est déjà dans un contexte où ça prend presque rien pour mettre le feu aux poudres, pour emmener encore des milliers de gens dans la rue. De plus, je pense pas que c'est un bon temps pour faire ça. Stratégiquement, je veux dire, ça pourrait peut-être causer plus de tort que de bien, plus de dommages. Mais alors, attends. Cependant, parce qu'en fait, je vais vous montrer quelque chose. Il y a ce tweet. Alors, si Rudy, Pepito, Michael, si vous voulez jeter un coup d'œil sur qu'est-ce que c'est le USACE, vous savez? Welcome to the official Twitter page from the US Army Corps of Engineers Headquarters. Regardez ce qu'il vient de publier il y a 4 heures. Eat safe food after a power outage. Unopened full freezers will keep food safe for... Donc, manger en gros de la nourriture de qualité après une coupure d'électricité. Éviter d'ouvrir le congélateur dans les 48 pendant la coupure. Ça peut maintenir la nourriture jusqu'à 48 heures dedans si vous n'ouvrez pas la porte, en gros. Il y a aussi autre chose que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est-à-dire que s'il y a des arrestations dans les jours qui suivent, ça va être des arrestations qui découleront de l'enquête Durham. Et là, est-ce que Durham a intérêt à ce que John Podesta soit la première arrestation? Moi, je pense pas que ce soit dans la logique nécessairement de l'enquête Durham d'arrêter John Podesta. C'est pas dans la logique de la trahison, c'est pas un personnage clé. C'est un personnage controversé, mais c'est pas un personnage clé pour la trahison. Toute cette le Obamagate, etc. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Mais il n'est peut-être pas un personnage clé quand même, hein, pour l'histoire Pizzagate, dans la série de mails de Hillary et tout ça. Oui. Mais je pense qu'avant de se rendre là, Léo, il faut quand même continuer à préparer le public. Je pense pas
que ça serait bon de commencer par cette histoire-là. Honnêtement, je m'attendrais plus à ce que ce soit James Comey qui soit arrêté en premier. Ouais, Pour parer les gens. Ouais, ou John Brennan, ouais. Pour tranquillement aller chercher des gros noms qui sont pas mal plus connus, oui. Parce qu'honnêtement, si James Comey, l'ex-directeur du FBI, était arrêté du jour au lendemain, je pense que ça pourrait peut-être envoyer une onde de choc à travers le monde. Peut-être plus que John Podesta dans ce contexte-là. Et plus on se rapproche des autres gros noms, peut-être que là, on ira chercher. Quand on finit de terminer Obamagate, là, on peut rentrer dans Uranium One. Là, on peut rentrer dans les autres, dans tout ce qui est relié à Epstein et compagnie, je pense. Je pense qu'il faut y aller étape par étape parce qu'il faut quand même continuer à préparer et à conditionner les gens. Moi, très honnêtement, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me suis tellement planté en disant aux gens, vous allez voir, il va se passer un truc demain que moi, ces dates-là, je vais m'abstenir de toute forme de prédiction. Les choses qui ont été dites, je me connais jamais à des dates, moi non plus. sont tout à fait justes, qu'effectivement, ce serait peut-être pas stratégiquement la meilleure chose. Mais par contre, ce tweet-là de l'USAC, moi, ça me renvoie directement au drop de Q où il nous dit le jour de l'élection, préparez-vous à des attaques, des cyberattaques. Je sais plus comment exact. Ouais, puis des blackouts. Sur le grid. Donc ça correspond exactement au tweet que tu viens de nous montrer. Ouais. Alors, grande question existentielle, je profite, là on discute entre nous, vous me dites si je vous saoule, moi j'essaie de remplir, mais si on a des nouvelles à aborder, abordons-les. Mais par contre, j'ai une question, que là on est dans le contexte de rêve pour aborder cette question. Tout à l'heure, j'ai émis l'idée, alors c'est une spéculation, je sors ça de nulle part, c'est ma propre compréhension de la situation, donc je n'ai absolument aucune manière de le prouver, mais je spécule que Q, concrètement, est une opération militaire. Évidemment, ça. Ouais, non, mais je veux dire, parce que la manière que c'est présenté, si tu veux, c'est que c'est un individu ou que c'est un insider, tu vois, ou que c'est... Mais moi, je vois ça, vraiment, plus ça va, plus j'ai l'impression que dans un futur relativement proche, on va entendre, en fait, d'ailleurs, Q, c'était une opération militaire. Et à ce moment-là, je vois ça comme le coup final des médias. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait toutes ces entrevues avec Le Monde, Vice, la Belgique, RTS. C'est pour que les gens entendent, même si c'est camouflé dans des mots un peu antisémites, machin, toutes ces bêtises qu'ils cherchent à nous coller sur le dos, je voulais que le message sorte. Du coup, les médias, sans se rendre compte, ils nous ont fait de la pub. Exact. Parce qu'au moment où... On s'en attendait, ça. Pardon? On s'en attendait, ça. Ouais. D'accord, donc je suis pas fou que c'est vraiment une opération militaire mise en place peut-être même par Trump, mais moi je garde en tête en fait depuis Eisenhower son discours qu'il a fait pour dire attention au complexe militaro-industriel. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont complètement changé leur industrie, les rôles ont changé énormément. Ça a commencé là, ensuite on a eu JFK qui a fait un effort considérable et qui a parlé de complot, blablabla. Et aujourd'hui, on arrive à la finalité de quelque chose qui a commencé il y a très longtemps, mais je ne pense pas que c'est un Pékin lambda qui a un accès Q ou je sais pas quoi. C'est ça. C'est évidemment que c'est une opération militaire. C'est les militaires, je l'ai répété souvent, qui sont venus chercher Trump. Et c'est probablement Mike Flynn ou des gens autour de Mike Flynn qui ont conceptualisé toute l'opération Q dans une logique de guerre mémétique, de guerre de l'information et de contournement des médias, etc. Donc, mais il reste qu'il y a probablement une personne ou peut-être une ou deux, trois personnes qui, très près de Trump, tenait le cellulaire des fois ou tenait le portable pour transmettre les messages, mais c'est une opération qui regroupe, à laquelle l'intelligence militaire, la NSC, contribue évidemment. D'ailleurs, Q a dit de toute façon qu'il y avait une dizaine de personnes, dont seulement 3 civils au courant de l'opération.
Alors, c'est un travail d'équipe nécessairement. Et il y a des bataillons, je pense qu'il y a des messages de Q où est-ce qu'il disait que certains bataillons de l'intelligence militaire avaient été mis à profit. Là. Il parlait de 2 bataillons de l'intelligence militaire qui filtraient, puis qui, classifiaient, puis qui transmettaient l'information, qui faisaient monter l'information vers le haut. Alors, c'est clair que c'est une opération de l'intelligence militaire. Et il y a Dan Bongino, un ancien, je ne sais pas si c'était un responsable des services secrets à la Maison-Blanche, en tout cas un haut placé dans les services secrets, dans la protection des présidents et Obama et chez les Clinton, qui a dit que ce réveil des patriotes, que les forces armées américaines ont commencé à se réveiller avec toute cette histoire là, de haute trahison de la part des élites de l'administration Obama, etc., autour de Benghazi, donc je pense en 2012. Et que c'est à partir de ce moment-là que le plan de reconquête des institutions par des personnes dans les forces armées américaines a été mis en place. Et Q, c'est l'aboutissement de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un mouvement de révolte au sein des forces armées qui a mené à la volonté de reconquête du pouvoir. Et à partir du moment où tu as acquis le pouvoir, ce que tu veux, c'est être capable de contourner le pouvoir médiatique et de parler directement à ta base. D'où l'importance là, de mettre sur pied une stratégie de guerre de l'information comme QAnon. Alors, c'est un gros projet avec beaucoup de personnes, mais qui, au final, est piloté par un petit groupe de 10. Ouais. C'est pour ça, si je peux rajouter une autre spéculation, si je peux me permettre, Ouais. puisqu'on en est là, je me suis toujours dit, enfin, vu que c'est une opération militaire ultra bien ficelée, en face, on a une cacophonie qui est absolument hallucinante, qui en est même presque risible, enfin, voire clairement risible. Je me demande si, en fait, la guerre, elle n'est pas gagnée depuis longtemps, mais vraiment, ça veut dire que tous ces gens-là sont des acteurs. Quand je dis des acteurs, c'est des gens contrôlés qui ont déjà le bracelet électronique quelque part et auxquels les Q auraient dit, ben écoutez, faites exactement le narratif que vous aviez au départ. Nous, c'est notre ordre. Faites le narratif, continuez votre plan parce que nous, on sait que ça va participer au grand réveil des gens et justement, on va montrer aux gens à quel point ils étaient à 2 doigts de se faire manger tout cru. Mais en réalité, tout est maîtrisé de A à Z, ce qui pourrait expliquer justement toutes ces réactions absolument hallucinantes. Ça, je veux rajouter là-dessus, effectivement, c'est-à-dire que en ce qui concerne les États-Unis, j'ai dit dans certains des webjournaux que je pensais que et Nancy Pelosi et Chuck Schumer étaient finalement contrôlés par Trump, un peu comme Robert Mueller l'était. Mais c'est pas l'ensemble. Ça, je pense pas que ce soit l'ensemble des démocrates ou l'ensemble. Tu as juste besoin de contrôler certains généraux du camp adverse. Ouais, les rôles importants, quoi. Et j'abonde aussi dans le sens de Michael, c'est-à-dire que regardez Boris Johnson, ce qu'il fait en Angleterre, la ville de Liverpool qui va maintenant se faire tester en entier. C'est-à-dire qu'on voit chez les alliés de Donald Trump, c'est comme si les alliés de Donald Trump laissaient se dérouler un plan de contrôle social absolu, de dictature techno-sanitaire. Boris Johnson ne fait rien, il embarque dans le jeu des vaccins, etc. Et donc, dans cette entreprise de didactique, d'expliquer à la population, de montrer à la population c'était quoi le plan du camp adverse. Mais à partir du moment où est-ce que Trump est réélu, je pense qu'ils vont récupérer les billes là, qui vont corriger le tir. Ouais, donc globalement, ouais, Dan. J'allais juste dire, parce que moi, je dois débarquer dans quelques minutes. Là. Moi aussi. Je voulais dire, personnellement, je ne crois pas que ça date d'aussi loin de Eisenhower, dans le sens au niveau de la planification de Q, etc. 2011-2012, pour moi, c'est ce qui me semble aussi être le plus probable. Je le rapproche plus au fait qu'il y a eu Obama a fait une purge incroyable parmi les généraux, les grands leaders militaires. Puis je pense que ça, c'était peut-être au moment où tout ça s'installait, et donc il voulait mettre fin à cette espèce de rébellion au niveau de l'armée. Ouais. Ou, si c'est pas ça, que c'était suite à ce ménage-là, parce que Obama voulait, par exemple, peut-être faire en sorte que l'Organisation des Frères musulmans et ou l'État islamique domine beaucoup plus dans le monde. Il voulait donc, en même temps, se débarrasser de tous les généraux qui pourraient potentiellement être dans le chemin. Et c'est peut-être ça qui a, entre autres, mené à la création de l'opération Q. Mais pas que ça, parce qu'à mon avis, Q, c'est la face publique.
c'est le visage public de toute cette grande opération. C'est juste un chapitre parmi tant d'autres. Fait que je pense que je pense pas qu'on va aussi loin qu'avant 2012. C'est vrai, je suis d'accord, sauf qu'il y a un message de Q qui dit l'année 2000, start of the plan, le début du plan. Tu sais, c'est une photo de Trump avec JFK Jr. Et là, il dit 1999 ou 2000, là, c'est l'année du début du plan. C'est-à-dire que ça a peut-être été comme de conceptualisé de façon embryonnaire au début des années 2000. Et après ça, je veux dire, c'est resté, je veux dire, undercover, c'est-à-dire de façon clandestine, jusqu'à temps que, c'est ça, le plan a commencé à métastaser aux alentours de 2012. Et là, comme tu disais, Dan, c'est une très bonne analyse, ça, que la purge que Obama a faite des généraux, notamment dans les forces nucléaires, etc., était une réaction au plan je veux dire, qui prenait forme au sein des forces armées. Mais donc, 2000 et 2012, des dates charnières, et puis 2017-2020. Mais moi j'ai une question là de Dan et Alexis, puisque vous êtes sur le point de partir, sur une actualité qu'on a eue aujourd'hui à propos de l'admin de 8kun qui a donné sa démission. On en a discuté en interne, on a plusieurs interprétations qui vont sur tout le spectre de c'est une très bonne nouvelle à c'est une très mauvaise nouvelle. Et principalement, moi, c'est je sais pas. Et donc, je voulais savoir si vous aviez. Moi, j'ai des nouvelles de ce côté-là. C'est qu'il y a apparemment son père qui a fait un message pour dire non, mais en fait, il va bien, tout va bien, il va être remplacé par quelqu'un. Et en fait, c'est juste que ça ne payait pas ses factures, quoi. Alors, en écoutant ça, j'ai halluciné. Je me dis, mais comment c'est possible une telle chose? Tu vois, 8kun, on ne se rend pas compte de l'importance que ça a sur l'histoire de l'humanité carrément comme plateforme, tu vois, en ce moment. Et que le mec, l'admin de ça, ne soit pas capable de payer ses factures. Mais en fait, je pense que c'est une raison. C'est comme quand les politiciens disent je veux m'occuper de ma famille, je quitte familiale. Tu sais, c'est ce genre d'excuses-là. Je pense qu'on lui a demandé probablement de continuer au moins jusqu'à l'élection et que par la suite, c'est peut-être carrément des personnes de l'intelligence militaire qui vont prendre le contrôle de l'opération elle-même, etc. On ne le sait pas, mais je pense pas que ce soit à cause qu'il manque de fonds, là. En tout cas, il a dit qu'il emmène le bateau au port. C'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que le bateau va couler. Donc, au final, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Il y a une autre interprétation, c'est-à-dire que à partir de maintenant, QAnon sur le message board n'est plus nécessaire. C'est-à-dire que ça va être rendu, ça va être public maintenant. Ça. Tu comprends? Mais je veux essayer d'adresser ce point-là justement avec les deux, avec Jim puis Ron puis Jim Watnick. Là. C'est ça, c'est Watnick, là, le nom de famille. Hein? Watkins. Ezra Cohen. Watkins, excuse-moi. Ouais, Watkins. Ouais, je me mélange avec Cole Watnick. Pour l'instant, moi, pour répondre à ta question, Rudy, pour moi, pour l'instant, j'ai pas assez d'informations pour décider de quoi que ce soit. Code Monkey, Ron, c'est pas quelqu'un que je suivais activement non plus. Et je pense que ça empêchera pas d'autres posts de Q pour l'instant. Je crois pas que ça soit terminé nécessairement, puis je ne crois pas que le post 49-49, le dernier post, soit la façon de compléter cette opération-là. Je pense que ça s'arrête pas là. Je ne crois pas plus que Jim, le père, soit Q, parce qu'il y a des gens dans le média qui prétendent ça. Je pense que ces gens-là en ont fumé du bon. Sur ça, je complète en disant que CNN commence en disant que l'Indiana a été officialisé pour Donald Trump. On commence avec ça. Fait que je vais aller regarder ça maintenant, puis voilà. Fait que je voulais vous dire ça. Puis écoute, Léo, est-ce que tu veux que je revienne faire des tours peut-être une ou deux fois plus tard dans la soirée? Parce que je ne sais pas combien de temps vous allez le faire, mais moi, je dois quitter. Écoute, je n'ai absolument aucune idée. On est en mode freestyle. Si on regarde du côté du BFM, je suis sûr qu'ils sont en train de faire la même chose. Alors, on leur fait la course. On essaie de faire chier Dorsey là, et tous ceux qui ont décidé qu'il n'y a que les médias qui ont le droit de donner les résultats. Tu vois? Ouais, c'est ça. On est des trolls. On les contourne. OK.
Je vous dis bonne soirée, messieurs. Bah, si on est là, on Alexis, revient. Si on n'est pas là, bah, à la prochaine avec grand plaisir. C'est ça. Merci d'être Ouais. passé, Dan. Merci beaucoup. Même chose, Ouais, merci Merci à d'avoir vous. été là. même chose pour Bonne moi. nuit, bonne soirée. Ciao. Je vous laisse pour l'instant. Comme je dis, on m'a averti une demi-heure à l'avance que je devais être en onde avec vous, que vous souhaitiez qu'on soit en onde. Et donc, je vais retourner à mes activités, l'activité que j'ai suspendue. Et je vais revenir peut-être plus tard en soirée, voir si vous êtes toujours là. Et je me joindrai peut-être à vous si ça vous dit. Bah, Avec joie. Attends, on va réfléchir. Attends, laisse-nous réfléchir. Bye, les gars. Ciao à toutes. Salut, Ciao, et Dan. merci. Salut, Merci Dan. beaucoup, Alexis. Alexis. Merci d'avoir été là. Alexis, merci. Avec plaisir. On en refera d'autres de toute façon. Ouais, Avec Avec grand plaisir. Le contact est établi, c'est bon. Top. Merci. Ciao, ciao. Ciao, Bye ciao. bye.